Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de créatures, de fantômes, de sorcières, de vampires, de citrouilles et de loups-garous. Je vais vous faire quelques recommandations de lecture pour Halloween. Ça va être beaucoup de graphiques, des lectures très courtes pour la majorité, juste les petites recommandations qui me sont venues à l'esprit les 5 dernières minutes en regardant ma bibliothèque. Voilà. Si vous avez envie d'un peu d'inspiration sur plein de thématiques différentes, il y a du feel good, il y a de l'horreur, il y a plein de trucs, eh bien, restez ici, installez-vous. Je vais essayer d'être assez concise parce qu'on est sur une vidéo très spontanée, là, donc à tout instant, ça part en latte. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier titre que je vous propose, c'est un livre que j'ai lu assez récemment et que j'ai assez bien aimé. Il s'agit de Johanna dans tous ses états, de Lara Pickle, un comics dans lequel on va rencontrer Johanna qui a obtenu la place de ses rêves en tant que sorcière dans une entreprise qui fait des potions, si ma mémoire est bonne. Et donc Johanna va déménager, elle va rencontrer ses nouveaux collègues, sa nouvelle colocataire, ce nouveau milieu dans lequel elle va évoluer, et elle va essuyer pas mal de déconvenues et donc essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Ça parle énormément de santé mentale. C'est assez bien fait, je dois dire. Il y a des trucs un petit peu convenus, mais pour autant, c'est une lecture qui fait du bien, qui est assez déculpabilisante sur ce passage un petit peu à l'âge adulte, sur cette prise d'indépendance, sur les premiers, voilà, les premiers pas dans le monde du travail, sur une vraie sortie de notre cocon. Et voilà, ça avait fait écho chez moi quand je l'ai lu. Donc si vous avez envie d'une lecture qui mêle ambiance un petit peu sorcière moderne avec de la santé mentale et voilà ce récit un petit peu d'apprentissage, de passage à l'âge adulte, Johanna dans tous ses états, c'est très sympa, c'est publié chez Hachette Roman Graphique. Je poursuis avec un comics avec lequel je vous rabâche les oreilles depuis plusieurs années maintenant, en tout cas sur Instagram, puisque chaque année je le lis dans la période d'Halloween, puisqu'il me réconforte énormément, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je vous parle de Pumpkinheads de Rainbow Rowell, illustré par Faith et X. C'est un... Alors ça n'a malheureusement pas été traduit en français, par contre si vous lisez peu en anglais, je pense que c'est accessible, et que ça peut même peut-être être une porte d'entrée vers la lecture en anglais. C'est l'histoire de Deja et Josie, qui sont deux amis qui travaillent tous les ans dans un pumpkin patch, et là c'est leur dernière année, c'est leur dernière soirée dans ce pumpkin patch, donc c'est l'occasion pour eux de faire tout ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire, de dire aussi tout ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de dire, et voilà, c'est un récit qui est doux, qui est réconfortant, qui sent bon les soirées d'automne, et c'est... J'ai même pas d'argument en fait, c'est juste cool, c'est juste un bon moment, ça se passe le soir d'Halloween dans un pumpkin patch, en termes d'ambiance, on est au taquet. Et si vous aimez la version douce et moelleuse d'Halloween, bah voilà, ça c'est pour vous. Pour ceux qui préfèrent les ambiances un petit peu Dark Academia, un petit peu sombre on va dire, je vous propose de lire Over My Dead Body de Sweeney Boo. Ça a été traduit en français aussi et je ne sais plus du tout quel est le titre, donc je vous le mettrai ici, normalement il doit apparaître. C'est un comics dans lequel on va rencontrer Abigail qui est dans une école de magie et qui est à la recherche de Norine. Alors je crois que c'est sa meilleure amie, si je me trompe pas, c'est sa meilleure amie, qui a disparu dans cette école, et elle va comprendre qu'on essaye de lui cacher des choses, qu'il y a des mystères non résolus. Elle va un petit peu en apprendre sur l'histoire de l'école, de ses professeurs aussi. Ça m'a beaucoup fait penser à la série Wednesday de Tim Burton avec Jenna Ortega. Donc si vous avez aimé cette série, je pense que Over My Dead Body pourrait vous plaire, surtout que il a été fait avant la série. Enfin, il a été écrit avant la série. Donc voilà. Les images sont très belles. Rien que ça, je pense que ça vaut le coup. Sweeney Boo, elle est vraiment très douée. Et on a vraiment une ambiance à la fois sorcière, à la fois Dark Academia. Si c'est votre vibe, lisez celui-ci. J'enchaîne avec un récit qui est nettement moins adolescent et beaucoup plus horrifique avec The Me You Love in the Dark de Scotty Young et George Corona. Ce sont les auteurs de Middle West, qui est pareil, une série coup de cœur pour moi depuis des années. Là, c'est un récit qui est très court, mais qui est extrêmement bien maîtrisé. Il est publié en France chez Urban Indies, si ma mémoire est bonne, donc je vous le mettrai aussi, je vous mettrai le titre français ici parce qu'il a été traduit. C'est l'histoire d'une artiste qui, en pleine panne d'inspiration, décide de s'installer dans un manoir, seule, pour peindre et pour préparer sa prochaine exposition. Sauf qu'il se trouve que des légendes tournent un peu autour de cette maison, elle n'y croit pas du tout, et donc quand elle s'installe, elle salue un petit peu ironiquement le fantôme qui potentiellement habiterait dans cette maison, sauf qu'on va lui répondre.
Pour le coup, c'est un récit qui est très court, qui est assez violent. Donc voilà, si vous êtes trop jeune, ne le lisez pas. Par contre, il y a une maîtrise dans le dessin que je trouve absolument génial. Il y a un jeu sur l'ombre et la lumière qui ajoute vraiment, vraiment quelque chose au récit. Par contre, petit trigger warning sur tout ce qui est relations toxiques. Voilà. Relations d'emprise, ces choses-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la thématique, ne le lisez pas forcément. Mais pour les autres, écoutez, c'est un excellent, excellent récit. Je reste dans les très très jolis graphismes, dans un autre style et avec un scénario qui est peut-être moins abouti. Je vous propose de découvrir Francis de Lopoutine, publié chez Shockdom. C'est un récit assez court qui a donc été écrit et dessiné par Lopoutine, une illustratrice italienne qui a un talent absolument fou. On est dans un univers qui est un petit peu empreint d'esthétique gothique Lolita, je dirais, avec des couleurs très pastel, très douces, et en même temps un côté un peu sombre, la thématique des sorcières évidemment, et souvent assez sensuel dans ses dessins, dans sa représentation des personnages féminins et d'autres personnages, mais je n'en dirai pas plus. Francis, c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui doit passer un examen pour, je sais plus quelle raison exactement, mais un examen que toutes les sorcières de son coven doivent passer pour peut-être devenir des sorcières abouties, je ne sais plus. Toujours est-il qu'elle est toujours un petit peu en retard par rapport à ses camarades de classe, elle n'est pas très rigoureuse, elle n'a pas franchement un talent incroyable pour la magie, et la veille de son examen, elle va faire la rencontre d'un renard un petit peu particulier, qui lui a des pouvoirs aussi, et qui va passer la nuit avec elle. Voilà. Je vous en dis pas plus, c'est assez étrange, moi j'ai vraiment le souvenir de quelque chose de très onirique, vous savez, où on a du mal à... Vraiment, on sort de cette lecture avec une espèce de... Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Un genre de rêve fiévreux, mais par contre, pour l'ambiance, pour les dessins, ça vaut carrément le coup. Lopoutine a tendance à pêcher un petit peu sur ses scénarios, je trouve. Il y a des espèces de petits trous régulièrement. Mais celui-ci, entre celui-ci et Cotton Tales, je pense que celui-ci est nettement plus qualitatif. C'est pas la lecture du siècle en termes d'histoire. Par contre, en termes d'ambiance, de dessin, d'illustration, c'est vraiment absolument fantastique à découvrir. Pour la prochaine lecture, je vous propose quelque chose qui est un peu plus sur le ton de l'humour, avec Fangs de Sarah Anderson. Il a été traduit en français, il me semble que le titre c'est Croc. Fangs, c'est une succession de petites scénettes dans lesquelles on va suivre le quotidien d'une vampire qui est en couple avec un loup-garou, qui sont, comme tout le monde le sait, des ennemis naturels et mortels. Et voilà, on va suivre leur quotidien, les petites blagues qui peuvent se faire, les petites piques qui peuvent s'envoyer. C'est assez doux, c'est assez mignon, en même temps c'est un peu grinçant, un peu drôle. Si comme moi vous avez été lecteur et lectrice de Beat It quand vous étiez plus jeune ou encore maintenant, ça peut carrément vous parler parce qu'il y a des choses qui font écho à la Beat It un peu classique, au schéma qu'on connaît tous un petit peu. Donc voilà, c'est une lecture qui détend, qui est très rapide pour le coup. Les dessins sont sympas, voilà, il y a des vannes qui m'ont vraiment fait rire et qui m'ont vraiment plu. J'aime beaucoup ce livre. Le dernier comics de cette sélection, je l'ai lu il y a un petit temps, mais il m'a laissé un bon souvenir. Il s'agit de Basket Full of Heads de Joe Hill et Léo Max. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Il a scénarisé pas mal de choses et là, donc, il a toute une collection qui est en français chez Urban Comics et qui est assez sympa. Et donc, Basket Full of Heads, c'est l'histoire de June qui va rejoindre son copain sur une petite île au large des États-Unis dans laquelle vit une petite communauté. Il est en... je crois que c'est un job d'été ou un stage, je sais plus, dans la police en tout cas. Elle va le rejoindre et le soir où elle le rejoint, il y a une énorme tempête qui les bloque tous sur l'île. Sauf que elle se retrouve face à des criminels qui viennent d'enlever de son copain et donc elle va essayer de le retrouver, armée d'une hache de viking magique extrêmement ancienne et de la tête de l'un des criminels, qui se met à lui parler parce qu'elle le trimballe dans un panier. Ambiance de tempête, tête qui parle, hache magique. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous convaincre. Il y a quelque chose d'un peu nanardesque. Voilà, on est sur des clichés, mais des choses qui fonctionnent assez bien. Une espèce de second degré permanent qui, moi, m'a fait passer un très bon moment parce que ça m'a vraiment évoqué un récit horrifique qui ne se prend absolument pas au sérieux. C'était un très bon moment dans mon souvenir. Je passe maintenant à la catégorie des mangas qui est beaucoup plus courte, mais je commence avec une saga en 5 tomes de Sato Hirohisa qui s'appelle Shigehime, publiée chez Mangetsu, parce que c'est une valeur sûre, Mangetsu. Je pense que c'est une très chouette saga à lire en octobre, et particulièrement à Halloween. Alors, âme sensible, s'abstenir, on est sur quelque chose de très violent, de très sanglant. Il est précisé dessus pour public averti, et je confirme, c'est pour public averti. Alors, mes souvenirs sont
pas les plus précis sur ce récit-là, puisque je l'ai lu il y a peut-être 2 ou 3 ans. Si je me souviens bien, dans Shigahime, on réexplore un petit peu le mythe du vampire classique avec une femme qui est très belle, qui est immortelle, qui est mystérieuse, qui vit seule dans une grande maison, voilà, qui est très séductrice, qui a beaucoup de charisme, qui est très magnétique. Et au lieu d'aller s'abreuver du sang de ses victimes, elle envoie des sbires, des sbires qu'elle a transformés elle-même en espèces de créatures monstrueuses pour qu'ils aillent lui ramener des cœurs humains. On va suivre un jeune homme qui se retrouve malgré lui transformé en créature à la botte de cette fameuse vampire et qui du coup doit gérer ça en fait, sa nouvelle condition, son apparence monstrueuse et faire le deuil de son humanité. Voilà, alors c'est pas très bien expliqué, mais je vous promets que si vous avez envie de quelque chose de très très glauque, très très gore, qui a des codes un petit peu classiques du vampire, mais qui va explorer beaucoup d'autres choses, Shigahime, ça pourrait vous plaire. Par contre, public averti. Je reste chez Mangetsu avec un autre manga destiné à un public averti, puisque je vous propose le premier tome de Pumpkin Night de Masaya Okazono et Seima Taniguchi. C'est aussi pour public averti. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être 7 tomes qui sont sortis. Sans grande conviction, moi je me suis arrêtée au premier. Pumpkin Night, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui a persécuté une jeune fille quand ils étaient enfants. Et il se trouve que la jeune fille en question décide de les traquer pour les tuer un par un, avec une citrouille taillée enfoncée sur la tête, tel un masque, voilà. Là on est sur du gore pour du gore, ça fait vraiment film d'horreur un peu pareil, un peu nanar, un peu cliché, avec des codes très classiques. Pour autant, ça fonctionne assez bien si vous avez envie vraiment d'un bain de sang. Pumpkin Night, c'est pas mal du tout. Après, je vous avoue que moi j'ai pas jugé utile de continuer la saga parce que l'histoire m'a pas plus happé que ça. Par contre, voilà, si le côté un peu nanar sanglant, ça vous plaît, allez-y, Pumpkin Night, c'est très efficace. Comment vous parler de manga et de manga d'horreur sans évoquer Junji Ito, évidemment. Vous le savez si vous me suivez depuis le début. Junji Ito, c'est mon mangaka préféré. Je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, avant les rééditions qui sont en train de sortir depuis quelques temps, puisque j'avais lu Le secret de la faille d'Amigara quand j'étais à la fac, et j'avais beaucoup aimé. Puis les histoires de Junji Ito, vraiment, c'est une histoire d'amour. Si je devais vous en proposer que quelques-uns, parce qu'en soi, vous pouvez lire tout Junji Ito pour Halloween, ça colle très bien. Si vous aimez le body horror, les choses qui sont très graphiques, qui sont assez absurdes aussi, ou en tout cas très éloignées de l'horreur classique qu'on imagine, je vous conseille par exemple Zone Fantôme. Zone Fantôme, c'est un recueil de plusieurs histoires courtes. Je trouve que c'est une jolie sélection, c'est peut-être une de celles que je préfère chez Junji Ito, avec le premier tome des chefs-d'œuvre que je n'ai pas là parce que je l'ai prêté à un ami. Donc voilà, je vous conseille Zone Fantôme ou alors le premier tome de chefs-d'œuvre si vous voulez commencer à découvrir Junji Ito, parce que ce format de petites histoires courtes qui s'enchaînent, qui sont toutes assez différentes les unes des autres, ça vous permet d'avoir une vision assez globale de ce que peut proposer l'auteur. C'est moins lourd à lire que Guillaume ou Spirale ou encore Tomie, qui sont vraiment voilà, des formats qui sont quand même ouais, je dirais lourds, parce que c'est une histoire longue, c'est assez redondant. Voilà, là on est sur des histoires courtes, c'est efficace. C'est toujours, par contre, encore une fois, public averti, c'est glauque. C'est très graphique, par contre le trait est fantastique. Enfin, il fait partie des rares mangaka dont j'aime vraiment le graphisme. Et voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi beaucoup empreint vraiment de culture japonaise en fait, de croyances japonaises. Junji Ito est un incontournable et je vous le recommande. On fait une pause dans les graphiques avec 2 romans assez courts que j'ai beaucoup aimés et que j'ai lus assez récemment d'ailleurs, à commencer par Carmilla de Sheridan Le Fanu. On est sur du classique de chez classique puisque c'est un petit peu le premier roman de vampire. C'est celui qui a pavé le chemin pour tous ceux qui ont suivi avant même Dracula, puisqu'il a été écrit plus de 20 ans avant la sortie du Dracula de Bram Stoker. Donc voilà, c'est vraiment presque le vampire originel de la littérature. On y rencontre Laura, qui est une jeune fille qui vit seule avec son père dans une grande demeure, un petit peu au milieu de nulle part. Et un jour, devant chez eux, un attelage a un accident. Il y a 2 femmes à l'intérieur, une jeune fille et sa mère. La mère est assez pressée, et donc le père de Laura se propose d'accueillir
la jeune fille, donc Carmilla, chez lui le temps qu'elle se repose, le temps de sa convalescence. Et donc Laura est ravie évidemment d'avoir quelqu'un qui a à peu près son âge, une autre jeune fille avec qui passer du temps, avec qui s'amuser et discuter enfin, plutôt que la seule compagnie de son père. Sauf que voilà, peut-être que Carmilla cache des choses, peut-être que le lien qui va la relier à Laura va évoluer d'une manière assez inattendue, surtout à cette époque. Voilà, c'est un très très bon livre, c'est un énorme coup de cœur. J'avais vraiment adoré, que ça soit l'ambiance, que ça soit le récit en lui-même. Je l'ai trouvé assez intemporel en fait, et si vous aimez les histoires de vampires, ben voilà, celui-là c'est le premier. Toujours dans du classique, moins vampirique et plus moderne quand même, je vous propose La Maison Hantée de Shirley Jackson. Donc ici c'est pareil en VO, donc The Haunting of Hill House. Nom que vous avez sûrement déjà entendu puisqu'il a été librement adapté par Mike Flanagan sur Netflix. C'est d'ailleurs une de mes séries préférées, donc si vous avez envie de regarder The Haunting of Hill House, je vous la conseille énormément. Toutefois, La Maison Hantée de Shirley Jackson diffère assez de la série de Mike Flanagan, et c'est en ça que je trouve ça cool, c'est une libre interprétation. Ici, on va suivre un petit groupe de personnages qui mènent une étude dans Hill House pour voir si effectivement c'est une maison hantée ou pas. On y suit un personnage qui est assez candide et qui se retrouve là un petit peu par survie presque. Là, on va la voir évoluer avec les autres personnages dans un milieu qui est assez hostile. On est dans vraiment du pur fantastique où on a du mal à démêler le vrai du faux. C'est un plaisir, c'est très très bien écrit. Encore une fois, classique, efficace, si vous avez envie de maison hantée, si vous avez envie de frissons, c'est excellent, et surtout c'est pas gore. On est vraiment dans cette horreur qui ne montre pas directement les choses, et où finalement ce qui fait peur c'est peut-être ce qu'on voit pas. Le dernier roman que j'ai à vous présenter n'a malheureusement pas encore été traduit en français, il est pourtant très très bien, par contre il est plus long que les deux autres, mais il se dévore, vraiment. Il s'agit de Slewfoot, de Brom. Il est sous-titré A Tale of Bewitchery, et c'est une histoire de sorcière. Alors je vous ferai une vidéo un jour sur mes livres qui parlent de sorcières, parce que j'en ai quand même pas mal, et qui sont assez sympas. Celui-ci en fait partie, c'est un livre qui est déjà très très beau, puisque Brom est aussi illustrateur, et il a fait des très belles illustrations, que j'aimerais vous montrer, mais elles sont quand même pas... Voilà, c'est pas tout public. On est sur des trucs un peu glauques. Je peux vous montrer celle-ci à la limite, voilà, qui est d'ailleurs le portrait du personnage principal, qui s'appelle Habitat et qui a été envoyé pour se marier dans une colonie puritaine des États-Unis, donc les premières colonies dans le Connecticut qui sont très pieuses, très austères, et dans tout ça, Habitat a eu de la chance puisque l'homme avec lequel elle a été mariée est finalement quelqu'un de très sympathique, et donc ils s'entendent bien, ils ont une exploitation agricole dans la colonie, et voilà, ça se passe plutôt bien pour elle finalement, jusqu'au jour où son mari a un accident, il décède, et Habitat va décider de continuer sa vie toute seule, de subvenir à ses propres besoins, sauf qu'évidemment dans ce genre de contexte, ça ne plaît pas. Elle va être forcément persécutée, notamment par le frère de son mari, qui n'accepte pas du tout l'indépendance d'Habitat, et je vous laisse imaginer quelle image ça donne d'elle dans un contexte pareil. Et en parallèle de ça, il se trouve que des créatures anciennes et puissantes ont émergé, se sont réveillées en fait, et vont décider d'aider Habitat à conserver son indépendance, et vont l'aider à survivre en fait dans ce milieu qui est très hostile pour elle. Voilà. J'en dis pas plus. Si vous aimez tout ce qui est procès de Salem, chasse aux sorcières, tout ça, ça va vous plaire. Si vous avez aimé la série Salem, ou en tout cas l'ambiance et l'esthétique de la série, parce que c'est pas non plus un... Voilà, j'ai pas tout aimé dans Salem, par contre en termes d'esthétique et d'ambiance, pour moi on retrouve vraiment cette ambiance-là dans Slewfoot. C'est un livre qui est très glauque, par contre qui a un côté très... un peu cathartique, voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Si vous le lisez, vous penserez à moi à la fin du livre. Il est très très bien. Et enfin, nous passons à la dernière catégorie qui est plus jeunesse, avec des illustrés. Je commence avec un album qui est Le Petit Fantôme en édredon de Riel Nasson et Byron Egenschwiller. J'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est publié aux éditions Kiman, voilà. C'est une histoire qui est hyper mignonne, donc évidemment pour les enfants, avec un petit fantôme qui se sent très différent des autres, puisque alors que tous les autres fantômes sont des draps blancs, lui est un édredon en patchwork. Forcément, il se sent un peu délaissé, il est persécuté par les autres fantômes, il le vit pas très très bien, jusqu'au jour où un enfant va le confondre avec son doudou, le soir d'Halloween, voilà. C'est un petit récit très mignon sur la différence et l'acceptation de ces différences aussi.
c'était tout doux. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à en dire. C'était tout doux, c'est très mignon, les dessins sont très beaux, ça se lit assez vite, hein, vraiment, parce que c'est un album jeunesse, mais franchement, c'est très joli. J'enchaîne avec un livre que j'aime énormément, auquel je tiens beaucoup, qui m'a été offert par Romain et Cécile. Je pense qu'ils passeront par là, donc salut les copains. Il s'agit de Mélissandre. Alors, le titre en entier, c'est Comment Mélissandre la petite sorcière découvrit le secret du bonheur de Guillaume Bianco. C'est une petite brique comme ça, très 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 joliment illustrée, dans lequel on rencontre donc Mélissandre, qui est une petite sorcière. C'est une histoire assez étrange, assez complexe, qui m'a plu, mais c'est vrai que je sais pas dans quelle mesure je le ferai lire à des enfants, en tout cas très jeunes, je ne sais pas. C'est un récit qui a un format sympa, puisqu'on est vraiment sur des... très axé en fait sur l'illustration, assez peu sur... enfin beaucoup moins sur le texte, mais que c'est largement suffisant d'ailleurs. Mélissandre, c'est une petite sorcière qui vit sa vie tranquillement, mais qui finit par croiser un diablotin qui va lui causer beaucoup de tort, et donc elle va découvrir certaines émotions, certains sentiments qui sont difficiles à gérer, comme la colère, comme dans une certaine mesure aussi le deuil. Et donc elle va essayer de se dépatouiller dans cette espèce de tumulte qui a été provoqué par ce diablotin. C'était très déroutant comme récit. C'est très sombre, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, mais c'est très beau. Voilà, et ça aborde des thématiques assez étonnantes dans ce genre de format. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, je vous le recommande. Il est très joli. Et encore une fois, merci Romain et Cécile de me l'avoir offert parce que je l'adore. Et je l'adore d'autant plus qu'il m'a été offert par des personnes vraiment très chouettes. D'ailleurs, ils ont tous les deux des comptes Instagram qui sont vraiment très chouettes, que je vous mettrai en barre d'infos, et je vous invite très sincèrement à les suivre. Romain est illustrateur, il fait des très chouettes trucs dans l'esprit d'Halloween, un petit peu sombre, un petit peu... voilà, si vous aimez par exemple les ambiances de Tim Burton, vraiment foncez voir ce que fait Romain. Et Cécile a aussi un compte Instagram, elle s'appelle The Last Word, elle parle de livres, elle a de très bonnes lectures, elle en parle très bien. Donc voilà, je vous invite à aller les suivre, je mets les liens en barre d'infos. Et je termine avec, j'ai perdu la Dust Jacket, mais il s'agit de La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton, publié chez 10-18. Je vous mettrai l'image de la couverture ici parce que vraiment je ne sais pas où elle est. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps, je crois que j'avais peut-être 10 ou 11 ans quand mon frère me l'a offert. Et il fait partie de ces livres auxquels je reviens régulièrement, en fait, je l'aime énormément. C'est une succession de petits poèmes de Tim Burton qui sont illustrés aussi par lui. Alors c'est barré, vraiment, on est sur de l'absurde, on est vraiment sur ce que pour moi Tim Burton fait de mieux finalement, c'est-à-dire créer des personnages et leur faire vivre des trucs horribles. On a l'enfant robot, l'enfant momie, l'enfant huître évidemment puisque c'est le titre de cette histoire, on a aussi la fille qui fixait, on a aussi Hélène qui sniffait de la colle, enfin voilà, des personnages somme toute atypiques, qui vont bien souvent avoir des destins funestes, mais voilà, c'est écrit en vers en plus, c'est bilingue, donc hyper intéressant si vous avez envie de lire un petit peu en anglais, puisque sur chaque page il y a la version anglaise et la version traduite en français. C'est très bien écrit, c'est drôle, c'est très grinçant évidemment, faut aimer le second voire le troisième degré, mais voilà, c'est hyper... c'est pour moi ce que Tim Burton fait de mieux en fait, donc clairement pour Halloween. C'est absolument parfait. C'est le genre de livre qui se savoure, qui se grignote petit à petit, qui se déguste comme une petite boîte de chocolat, voilà. Donc la triste fin du petit enfant huître, autres histoires, pour moi, c'est un essentiel, c'est un incontournable, si vous aimez Tim Burton évidemment. Je pense que j'en ai terminé avec toutes ces recommandations. J'aurais pu vous en recommander beaucoup d'autres, puisque c'est un petit peu des thématiques de prédilection pour moi, mais voilà, j'ai fait ça un petit peu spontanément, un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, si vous avez des recommandations à me faire sur des lectures courtes pour la fin du mois d'octobre, la période d'Halloween, vraiment, allez-y, que ça soit en message privé sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, lâchez-vous. Franchement, moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir des choses. Et voilà, je vous souhaite une belle saison d'Halloween, je vous souhaite de belles lectures, ou de terribles lectures, ça dépend ce que vous préférez. Et on se retrouve bientôt. Ciao!